Vous vous demandez parfois comment la France en est arrivée là. Comment un pays si riche, si puissant, a pu connaître un tel déclin en l'espace de quelques décennies. Beaucoup parlent de fatalité, de crise mondiale, de la fin d'un cycle. Mais si la vérité était ailleurs? Et si tout cela était le résultat de choix politiques, de décisions prises par des dirigeants qui, peut-être, n'étaient pas à la hauteur des enjeux? Aujourd'hui, on va rembobiner le fil de notre histoire récente. On va se plonger dans les 40 dernières années, de 1981 à nos jours, pour essayer de comprendre. Non pas pour accuser gratuitement, mais pour analyser, faits à l'appui, comment certaines politiques ont pu petit à petit fragiliser notre pays. On va parler économie, industrie, sociale, éducation, tous ces piliers qui font la force d'une nation. Préparez-vous à un voyage dans le temps, un voyage sans concession au cœur du pouvoir et de ses conséquences sur notre quotidien. On va décortiquer ensemble cette mécanique complexe de l'effondrement français. Tout commence en 1981. L'arrivée de la gauche au pouvoir suscite un immense espoir. Le programme commun promet de changer la vie. Et les premières mesures sont spectaculaires. Augmentation du SMIC, 5e semaine de congés payés, retraite à 60 ans, abolition de la peine de mort, des avancées sociales indéniables. Mais sur le plan économique, c'est une autre histoire. On assiste à une vague de nationalisation massive dans les secteurs clés comme la banque, l'assurance et l'industrie. L'idée est de redonner à l'État le contrôle des leviers de l'économie. Simultanément, une politique de relance par la consommation est engagée. On injecte de l'argent dans l'économie en espérant que les Français dépensent et que cela stimule la production. C'est la fameuse relance Mauroy. Le problème, c'est que le reste du monde, lui, est en pleine crise et mène des politiques de rigueur. Le résultat ne se fait pas attendre. Au lieu de consommer français, les ménages se tournent vers des produits importés, moins chers. La balance commerciale plonge dans le rouge, le franc est attaqué et l'inflation s'envole. On se retrouve face à un mur. Dès 1983, c'est le changement de cap radical. François Mitterrand annonce le tournant de la rigueur. Fini la relance, place à l'austérité. On bloque les salaires, on augmente les impôts. C'est un choc pour l'électorat de gauche, mais surtout, c'est le début d'une nouvelle ère. La France s'aligne sur les politiques libérales qui dominent alors le monde anglo-saxon avec Reagan et Thatcher. On commence à parler de désinflation compétitive. L'idée est simple. Pour que nos entreprises exportent, il faut que leurs prix soient bas. Et pour que les prix soient bas, il faut maîtriser les salaires. C'est aussi à ce moment-là que l'on fait le choix d'un franc fort, arrimé aux marques allemandes, dans la perspective de la future monnaie unique européenne. Ce choix aura des conséquences énormes et durables sur notre industrie, car un franc fort pénalise nos exportations. Pendant que l'Allemagne, elle, bénéficie d'une monnaie sous-évaluée par rapport à sa puissance industrielle, la France se tire une balle dans le pied. C'est le début d'un processus de désindustrialisation qui ne s'arrêtera plus. Les années qui suivent voient se succéder les gouvernements de droite et de gauche, mais la ligne directrice économique reste la même. En 1986, avec la cohabitation, Jacques Chirac lance une vague de privatisation, annulant une partie des nationalisations de 1981. Saint-Gobain, Paribas, TF1. De grands fleurons de l'industrie et de la finance française passent dans le secteur privé. On ouvre de plus en plus l'économie à la concurrence mondiale. C'est l'époque de l'acte unique européen, qui prépare le grand marché de 1993, avec la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes. Sur le papier, c'est une promesse de prospérité. Dans les faits, pour une industrie française déjà fragilisée, c'est un nouveau choc. Nos entreprises se retrouvent en concurrence frontale avec des pays où les coûts de production et les normes sociales sont bien plus faibles. Les délocalisations s'accélèrent. Des bassins industriels entiers, dans le Nord, en Lorraine, commencent à se vider. Le chômage de masse, qui était apparu dans les années 70, s'installe durablement dans le paysage français. Puis vient le traité de Maastricht en 1992. Il grave dans le marbre les principes de la politique menée depuis 10 ans. Indépendance de la Banque centrale européenne, limitation des déficits publics à 3% du PIB, maîtrise de la dette. Ces fameux critères de convergence
deviennent la boussole de toute politique économique. L'objectif est de préparer l'arrivée de l'euro, mais cela signifie que les États perdent une grande partie de leur souveraineté monétaire et budgétaire. Ils ne peuvent plus dévaluer leur monnaie pour regagner en compétitivité, ni utiliser le budget pour relancer l'économie en cas de crise. La seule variable d'ajustement qui reste, c'est le coût du travail, c'est-à-dire les salaires et les charges sociales. On entre dans une logique de compétition fiscale et sociale entre les pays européens. Et à ce jeu-là, la France, avec son modèle social généreux, part avec un handicap. La fracture sociale de 1995, avec les grandes grèves contre le plan Juppé sur les retraites et la sécurité sociale, montre à quel point le pays est divisé et inquiet face à ces changements. L'arrivée de l'euro en 2002 ne fait qu'accentuer ces tendances. Pour de nombreux économistes, l'euro est trop fort pour l'économie française. Il continue de pénaliser notre industrie, qui perd pied face à la concurrence, notamment allemande. Entre 2000 et 2010, la France perd près d'1 million d'emplois industriels. Des usines ferment chaque semaine dans l'automobile, le textile, l'électroménager. C'est un véritable carnage industriel. Pendant ce temps, nos dirigeants, de droite comme de gauche, semblent impuissants. Ils multiplient les plans de sauvetage, les pactes de compétitivité, qui se résument souvent à des baisses de charges pour les entreprises, financées par des hausses d'impôts pour les ménages ou une réduction des services publics. Mais rien ne semble pouvoir enrayer la machine. On nous explique que la désindustrialisation est inévitable, que nous devons nous tourner vers une économie de la connaissance et les services. Sauf qu'on ne remplace pas un emploi d'ouvrier qualifié par un emploi de livreur à vélo. Les inégalités se creusent, et un sentiment de déclassement s'empare d'une grande partie de la population. La crise financière de 2008 vient porter le coup de grâce. Née aux États-Unis, elle se propage comme une traînée de poudre et plonge l'Europe dans une crise de la dette sans précédent. La France, déjà endettée, voit son déficit exploser pour sauver les banques. La réponse des dirigeants européens, sous l'impulsion de l'Allemagne, est unanime, l'austérité pour tous. On impose des plans de rigueur draconiens à la Grèce, au Portugal, à l'Espagne. La France y échappe de peu, mais elle doit quand même se serrer la ceinture. Le quinquennat de Nicolas Sarkozy, puis celui de François Hollande, seront marqués par cette obsession de la réduction des déficits. On coupe dans les dépenses publiques, hôpitaux, écoles, police, justice. Tous les services publics sont touchés. Les impôts augmentent. Le résultat est une croissance au ralenti, un chômage qui atteint des sommets et une dette publique qui continue de grimper malgré tout. C'est un cercle vicieux. On affaiblit l'économie pour réduire la dette, mais en affaiblissant l'économie, on réduit les rentrées fiscales, ce qui creuse encore la dette. Parallèlement à ce désastre économique, c'est tout le pacte social et républicain qui se fissure. L'école, qui devait être l'ascenseur social, est en panne. Les réformes successives n'ont fait qu'aggraver les inégalités. Le niveau baisse, et les enfants des milieux populaires sont les premières victimes. Le système de santé, autrefois notre fierté, est à bout de souffle. Manque de médecins, urgences saturées, déserts médicaux. La crise du Covid a révélé au grand jour la fragilité d'un système affaibli par des décennies de politique comptable. Le sentiment d'injustice grandit. D'un côté, une élite mondialisée qui profite de la situation, de l'autre, une France périphérique, celle des ronds-points, qui se sent abandonnée et méprisée. C'est ce sentiment qui a nourri la crise des Gilets jaunes, une révolte inédite contre la pression fiscale et la perte de pouvoir d'achat, mais aussi pour plus de dignité et de démocratie. Une fracture profonde s'est installée entre le peuple et ses dirigeants, perçus comme arrogants, déconnectés et servant des intérêts qui ne sont pas ceux de la nation. Alors, quel bilan tirer de ces 40 années ? On a vu une classe politique, de gauche comme de droite, qui a fait le choix de l'ouverture totale des frontières économiques, de l'euro fort et de l'alignement sur le modèle allemand sans en avoir les moyens. Un choix qui a sacrifié notre industrie sur l'autel de la finance et du libre-échange. On a vu des dirigeants qui, au nom de l'Europe et de la mondialisation, ont progressivement abandonné les leviers de la souveraineté nationale, se retrouvant impuissants face aux crises. Ils ont géré le déclin au lieu de le combattre. Ils ont accompagné la désindustrialisation au lieu de la refuser. Ils ont appliqué des politiques d'austérité qui ont déprimé l'économie et fracturé la société. Bien sûr, tout n'est pas noir.
La France reste une grande puissance, avec des atouts formidables. Mais le constat est là. Un pays plus pauvre, plus divisé, plus endetté et moins souverain qu'il y a 40 ans. Comprendre cette histoire, ce n'est pas sombrer dans le pessimisme. C'est au contraire la première étape pour pouvoir changer les choses. C'est en comprenant les erreurs du passé qu'on peut éviter de les répéter. Ce n'est pas une fatalité. D'autres choix sont possibles. Une autre politique qui remettrait au centre l'intérêt de la nation, la réindustrialisation, la protection de notre modèle social et la souveraineté populaire est envisageable. Mais cela demande du courage politique et une vision claire pour l'avenir du pays. L'histoire n'est jamais écrite d'avance. C'est à nous, citoyens, de nous emparer de ces questions et d'exiger de nos dirigeants qu'ils soient enfin à la hauteur des défis qui nous attendent. Le futur de la France est entre nos mains. Merci de m'avoir écouté. Si cette analyse vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. À bientôt.